C'était Et donc, le vous souverainisme. regardiez vers Marine Le Pen, vous dites, tiens, Voilà. quelque chose se passe. Je voulais la rencontrer, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et D'accord. ça avait collé, on dirait matché aujourd'hui, ça avait collé. On dirait pas paxé, mais enfin, c'était pas loin. Pas loin. Et un pax politique en tout cas. Ouais. Voilà, je l'avais aidé. Quand je suis arrivé, vous savez, je me souviens, le jour où je l'ai rencontré, il y a un sondage qui sortait pour les européennes de 2009. Mhm. Vous savez combien donnait le sondage pour le FN à l'époque? 4%. D'accord. Voilà. Quand 2009, je suis arrivé, ouais. donc on ne peut pas dire que j'y suis allé pour les places, Oui. parce que le parti était mort. Il était en train de mourir. Il n'y avait plus que 8000 adhérents. C'était après les catastrophiques législatives de 2007, catastrophiques municipales de 2008. Ouais. Les gens ne se souviennent plus de cette époque, mais enfin, le FN était au fond C'est du vrai. trou. Hein. Mhm. Et en fait, voilà, on a reconstruit progressivement quelque chose, on a élargi, on a modernisé, on a parlé à plus de monde. Ça me plaisait beaucoup. Et puis en 2011, je suis apparu au grand jour parce qu'elle m'a proposé d'être directeur de campagne pour 2012. C'est ça. Et donc, vous avez fait la campagne 2012. Oui, donc pour de répondre façon- parfaitement à votre question, il était inconcevable que j'aille ni au PS Oui. ni à l'UMP à l'époque, parce que c'était des partis européistes du système, et je n'ai jamais été du système un seul instant de ma vie. Donc. Mais alors, est-ce que à l'époque déjà, c'est intéressant parce que est-ce que la dédiabolisation était déjà commencée ou c'était encore le Front National, le plafond de verre sulfureux, l'arc républicain contre le fascisme qui vient, etc. C'est toujours ça en fait aujourd'hui. Vous avez C'est vrai vu que ça part, en 2024, ça fonctionne toujours un peu. Non, alors c'était le tout début. Moi, je voulais vraiment faire ça, mais la vraie dédiabolisation, que je ne confonds pas avec ce qu'ils font maintenant. Maintenant, j'appelle ça la normalisation. Nous, il ne s'agissait pas de toucher Alors, c'était quoi la vraie dédiabolisation? la vraie dédiabolisation, c'est quoi d'enlever les gens qui, désolé, sont pas acceptables dans un mouvement et ne sont pas respectueux des électeurs parce qu'ils sont sur des positions qui sont ultra extrémistes, voilà, et qui sont pas crédibles pour diriger la France, qui représentent même des valeurs morales qui sont pas acceptables, et puis pas respectueuses des électeurs. On peut pas présenter n'importe qui à des électeurs. C'était ça, c'était une professionnalisation, si vous voulez. Enlever les éléments qui étaient vraiment Oui, et puis à l'extrême des déjà extrêmes, ça, quoi. Ouais. et puis créer de la méthode dans un mouvement qui en manquait. Honnêtement, moi, quand je suis arrivé, je me tirais les cheveux dans tous les sens parce que je trouvais que ça manquait un peu de méthode et de professionnalisme. Bon, ça, j'y ai travaillé avec d'autres, hein, et on a quand même insufflé ça. Mais attention, c'était pas à confondre avec ce qu'ils font maintenant. C'était pas pour rendre tout mou le programme. On va revenir là-dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Florian Philippot, C'est pas du tout à tout. fait. Le programme, il était intransigeant. Ça Alors, n'avait rien à voir avec alors ce le programme, c'était quoi? Parce que justement, je voudrais pas rappeler la campagne 2012, hein, c'est pas si loin, c'est 12 ans. En fait, est-ce qu'il y avait déjà très clairement sorti de l'euro, sorti de l'Union européenne? Est-ce que c'était clair, précis et dit? C'était clair dans la campagne, et en fait, ça sera officiellement mis dans le programme du FN à l'époque par un conseil national quelques mois plus tard, en mars 2013, qui va en fait prendre acte de cette campagne. Et on avait fait une campagne qui avait fini à 18%. Hein. Marine Le Pen a fini à 18%, je le rappelle. Donc c'est vraiment un score... qui n'était pas négligeable. Non, c'est c'est un score très élevé. Je rappelle qu'en 2022, elle a fait 23, que 5 points de plus. Hein. Donc on avait vraiment insufflé quelque chose. Oui, c'était un programme très clair, social, efficace et de Frexit. Et de Frexit. Et de Frexit, et qui, d'ailleurs, Marine Le Pen avait enregistré dès 2009, elle est encore sur YouTube. Vous trouverez sur la vieille chaîne YouTube du Front National une vidéo, alors filmée à l'époque, ça fait un peu vieillot. Le vrai problème, c'est l'euro, point d'exclamation. Où elle dit, notre industrie va crever. Tout ce qui s'est produit, d'ailleurs, on est complètement désindustrialisé aujourd'hui. Hein. Et il y avait la sortie de l'Union européenne. Et il y avait la sortie de l'Union européenne et la sortie de l'euro. Et en 2013, c'est mis formellement par un conseil national dans le programme. Et ça va tenir jusqu'en 2017. D'accord. Et quand ça ne tient plus, quand ça part, je pars aussi. Tout simplement. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça ne tenait plus? Parce que c'est intéressant quand même de retracer l'histoire, c'est pas si vieux et ça fait comprendre un certain nombre de choses qui se passent aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas tenu? Qu'est-ce qui fait que cette ligne sortie de l'euro, sortie de l'UE n'a pas tenu et que ça s'est évaporé? C'était une ligne, même au-delà de sortie de l'UE et sortie de l'euro, c'était une ligne souverainiste. Et il fallait bien comprendre qu'à l'époque, le Front National avait une position, par exemple, de politique étrangère qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Vous ne l'auriez pas vu claquer la bise à Zelensky, si vous voulez. Vous ne l'auriez pas vu s'abstenir sur les 50 milliards de l'Union européenne à l'Ukraine. Aujourd'hui, ils ont même renoncé à sortir du commandement intégré de l'OTAN.
Bon, ça, alors que nous, à l'époque, c'était vraiment clairement... On sortait de l'OTAN à l'époque? Alors, je crois que Vous le sortez FN de avait comme l'OTAN ou pas? programme la sortie du commandement intégré, pour revenir à la D'accord. position gaulliste, en fait. D'accord. Moi, je vais plus loin, je vais carrément sur la sortie de l'OTAN. Mais bon, en tout cas, aujourd'hui, il n'y a même plus ça. Donc, qu'est-ce qui a fait quand même que ça Il y avait s'est la sortie de la effilé? CEDH à l'époque. Il n'y a plus la Ah sortie oui, de la la Communauté CEDH. européenne des Il y droits avait de la l'homme. sortie de Schengen. Il n'y a plus la sortie de Schengen. Il y avait la sortie du marché européen d'électricité. Il n'y a plus la sortie du marché européen. Enfin, quand même, les gens doivent se rendre compte que c'est hallucinant l'évolution. Alors, Florent Philippot, qu'est-ce qui a fait que ça s'est effiloché entre 2012 et 2017? C'est très simple. C'est qu'en 2017, Marine Le Pen est au second tour, pour la première fois. Ouais. Donc ça a marché. Elle est donnée dans les sondages au début de la campagne de second tour à 40-41% face à Macron. Mais elle fait ce débat catastrophique, dont tout le monde se souvient de second tour, vraiment catastrophique, et elle finit, au lieu de faire 40-41 comme lui prévoyaient les sondages, à cause de ce débat, elle finit à 33 et quelques. Donc c'est très mauvais. Et derrière, s'en suivent des législatives très décevantes, parce qu'évidemment, vous n'avez pas la même dynamique. Vous savez qu'aujourd'hui, les législatives étant juste après la présidentielle, Mais oui, bien vous sûr. êtes porté par la dynamique de la présidentielle, ou au contraire, vous êtes plombé. Parce que pourtant, elle avait fait 18%, elle vient de faire 33%, c'est pas mal. Elle a Ouais, progressé, quoi. Bah oui, mais vous savez comme moi, en politique, tout est relatif. C'est-à-dire que C'est vrai. si vous êtes attendu à 41 et que vous faites 33, Ouais. et ben à la fin, on La dit que c'est un déception. échec. Vous voyez ? Et donc, ça l'a fait... Ah bah c'est simple, à ce moment-là, sortent du bois tous ceux qui, autour d'elle, depuis longtemps, voulaient flinguer ce programme. Et qui ont pris pour prétexte cette affaire, ce score, alors qu'en fait, si vous regardez le débat honnêtement de second tour, elle s'est plantée de A à Z pendant 2h30. Le ton n'était pas bon, et c'était pas du tout que sur l'euro, elle s'est plantée sur tous les sujets. Le ton n'était pas adapté. Oui, puis on se rappelle la montagne de documents, etc. Il n'y a rien qui allait. Donc en réalité, sont sortis du bois à ce moment-là tous ces gens-là, qui n'ont jamais été souverainistes et qui aujourd'hui ont le pouvoir actuellement au RN, et qui ont voulu normaliser le parti, en faire un parti bourgeois de droite en quelque sorte, si on devait traduire. Et ça a mis 4 mois. Moi, je ne suis pas parti tout de suite parce que j'ai joué le jeu de la refondation interne. J'ai essayé de voir ce qu'on pouvait sauver ou pas. Puis quand j'ai vu qu'en fait, le but, c'était clairement de renoncer à tout, j'ai été convoqué en septembre 2017 un bureau exécutif qui était l'organe suprême du parti, les 9 membres dirigeants. Septembre 2017, oui. Septembre, je suis convoqué, on me dit réunion du bureau exécutif, bon, très bien, sauf que quand j'arrive, on me dit tu te mets là, qui était à la place en fait de celui qui passe en commission de discipline dans le parti, donc j'ai compris que c'était en fait disciplinaire et non pas un simple bureau exécutif, et donc en fait il traitait de mon cas, non pas de mon exclusion, il voulait pas m'exclure, c'était de mon cas. D'accord. Et je en leur quoi ai dit... étiez-vous un cas pendable pour eux, alors? Parce que j'avais créé une association, un think tank, qui s'appelait Les Patriotes. Ah, déjà à l'époque? Oui, en mai 2017. Une association, pas un parti, une association. Bien sûr. Et j'avais dit, puisque c'est la refondation, je voudrais que les souverainistes à l'intérieur du front aient une structure pour faire vivre des idées, pour créer des idées, un think tank. C'est vraiment la définition d'un think tank. Et ils ne l'ont jamais accepté. Enfin, Marine Le Pen ne l'a jamais accepté. Alors que moi, je trouve ça très sain de faire vivre à l'intérieur d'un mouvement, enfin tous les mouvements font ça, les think tanks, un débat d'idées, des laboratoires d'idées. Des laboratoires, oui, bien sûr. Et donc c'était ça officiellement ce qui m'était reproché. Bon, la vraie raison, c'est que j'étais sur une ligne qui n'était plus validée. Et donc je leur ai dit, de manière, je dois le dire, un peu prophétique, je leur ai dit, vous allez retirer ça aujourd'hui du programme, mais vous voyez, c'est comme un vêtement, vous tirez le fil, en fait ça s'arrête jamais. Vous tirez, il reste plus rien à la fin. Et j'ai dit, vous allez retirer à ce programme toute sa cohérence. À la fin, il n'en restera plus rien. Et vous serez le système. Mais non, tu exagères, jamais, jamais, jamais. Bon, 3 jours plus tard, je suis parti. J'écris Les Patriotes et c'est la suite. Et puis finalement, je regarde, on est en 2025. Moi, j'avais raison. Et ils ont retiré un point du programme, tout est parti avec. Et aujourd'hui, bien malin, il peut faire la différence entre le RN et le système. Aujourd'hui, je suis désolé. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne? Je crois pas. Parce que, non, je voudrais vous répondre, Florent Philippot, c'est intéressant. Sauf que le RN, aujourd'hui, il fait 11 millions aux dernières élections. Enfin, il y a 11 millions de Français qui votent RN. Bon, je ne vais pas comparer avec vous, ni avec Asselineau, ni même avec Zemmour, et encore moins avec Pécresse. Enfin, on peut dire aujourd'hui que quand même 11 millions de Français qui votent pour le Rassemblement national, je ne parle pas spécialement pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'ils peuvent vous répondre sans jouer l'avocat de qui que ce soit. Je dis, regardez les chiffres. Nous, on fait 11 millions. J'ai pas tout à fait cette lecture. Vous savez, je suis parti en 2017, 2019, 2020, 2021,
sont de très mauvais crus électoraux pour le RN. Tout le monde l'a oublié. Ouais. Hein. Ils ont divisé par 2 à 3 leur nombre de conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux. Ils ont perdu les mairies. Même au municipal en 2019, c'est déjà Bardella, mais il fait moins qu'en 2014. C'était en déclin. Et je rappelle qu'encore en février 2022, Marine Le Pen est à 15% dans les sondages à la présidentielle. Très mauvais. Et même pas au second tour. Ce qui va la sauver, Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne? je crois pas. Parce que, non, je voudrais vous répondre, Florent Philippot, c'est intéressant. Sauf que le RN, aujourd'hui, il fait 11 millions aux dernières élections. Enfin, il y a 11 millions de Français qui votent RN. Bon, je ne vais pas comparer avec vous, ni avec Asselineau, ni même avec Zemmour, et encore moins avec Pécresse. Enfin, on peut dire aujourd'hui que quand même 11 millions de Français qui votent pour le Rassemblement national, je ne parle pas spécialement pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'ils peuvent vous répondre sans jouer l'avocat de qui que ce soit. Je dis, bah oui, bah regardez les chiffres. Nous, Ouais. on fait 11 millions. J'ai pas tout à fait cette lecture. Vous savez, je suis parti en 2017. 2019, 2020, 2021 sont de très mauvais crus électoraux pour le RN. Tout le monde l'a oublié. Ouais. Hein. Ils ont divisé par 2 à 3 leur nombre de conseillers régionaux, conseillers départementaux, conseillers municipaux. Ils ont perdu les mairies. Même au municipal en 2019, c'est déjà Bardella, mais il fait moins qu'en 2014. C'était en déclin. Et je rappelle qu'encore en février 2022, Marine Le Pen est à 15% dans les sondages à la présidentielle. Très mauvais. Et même pas au second tour. Ce qui va la sauver, conjoncturellement, Ouais. à partir de la présidentielle 2022, c'est très récent, c'est la candidature Zemmour, qui paradoxalement va jouer le rôle de paratonnerre de l'extrême droite. C'est lui qui va être attaqué par les En médias. fait, c'est Zemmour qui a fait les 90 députés de Marine Le Pen. Mais Zemmour et Mélenchon. Zemmour et Mélenchon. Zemmour, si vous regardez, Expliquez, oui. objectivement, Zemmour, il a pris, c'est le paratonnerre. C'est lui qui a pris toute la foudre. Marine Le Pen, elle a pu faire une campagne tranquille, comme jamais. Et par ailleurs, comme il a investi le... Oui, il a pris les positions très fort. vous avez vu, voilà. c'était lui qui était diabolisé, c'était pas Marine Le Pen. C'est vrai. Et, Non, mais parce qu'il a pris les positions qu'il a prises. Oui, et C'est puis il avait investi le champ de l'immigration. Or, Ouais. Marine Le Pen, elle pensait aussi faire toute sa campagne là-dessus. On le voyait en 2021. Et finalement, elle est allée vers le pouvoir d'achat. Et de l'islamisation aussi. Oui, à fond. Ouais. Et elle a été forcée d'aller ailleurs. Ouais. Et elle est allée beaucoup sur le pouvoir d'achat. Alors, après coup, les stratèges disent qu'elle a été très maligne, c'était le grand thème de la campagne. C'était pas tout à fait fait exprès. C'est parce qu'elle était un peu contrainte. Bah, voilà, le résultat est là. Bah oui, malheureusement, il est là. Ouais. Et ensuite, Mélenchon, je vous rappelle que juste avant le premier tour de 2022, parce que moi j'ai tout en tête, Marine Le Pen est à son score, 20%, pas très haute. Mélenchon monte à toute vitesse la dernière semaine. Il est presque donné au second tour face à Macron. Et la panique des lecteurs qui s'apprêtaient à voter Zemmour ou Dupont-Aignan ou Pécresse et qui finalement vont voter Marine Le Pen en se disant on va éviter d'avoir un second tour Mélenchon ou Macron. Et à un petit point près, elle est devant Mélenchon. Elle fait 23, il fait 22. Et elle se retrouve au second tour. Et à partir de là, comme elle fait un débat moins catastrophique, enfin, moyen, honnêtement, Oui, enfin, en tout cas, moins catastrophique que le premier. mais pas du tout catastrophique comme le premier, Encore. elle fait ses 41, ce qu'elle devait faire en 2017, parce qu'elle a fait 41% en 2022 au second tour, pas plus. Exactement ce qu'elle devait faire en 2017. Sauf que quand vous êtes dans une dynamique à 41%, vous faites derrière des bonnes législatives, contrairement à 2017. Ouais. Donc elle a eu plus de députés, et une fois que vous êtes installé à l'Assemblée, vous êtes dans le paysage, vous pesez, et la dynamique est partie. Donc si vous voulez, les dynamiques se font parfois. Je ne suis pas certain que ce soit le changement de programme, pour tout vous dire, qui ait créé ce qu'ils sont aujourd'hui en termes électoraux. Parce que pendant 4 ans, 5 ans, ça a été l'inverse. Ils ont décliné. Vous voulez dire que Zemmour a fait le paratonnerre et l'aura amené en disant il est trop C'est d'abord un extrémiste. concours de circonstances. Ouais. Ensuite, une fois que vous avez votre groupe de députés, si vous n'êtes pas trop mauvais, et honnêtement, ils l'ont plutôt bien géré, leur groupe de députés. Je ne parle pas sur le fond, hein, mais sur la forme. Ils ont quelques bons tribuns, il faut le dire. Oui, aussi. puis ils ne sont pas tombés dans les excès de LFI, vous voyez, où il y a un groupe débraillé qui ne donne pas envie aux Français. Donc, ça, voilà, après, vous êtes installé dans le jeu, vous vous embourgeoisez, vous rentrez dans le jeu, et donc, voilà, vous faites des scores. Mais, puis, bon, c'est pas un parti qui part de rien non plus. Le parti faisait déjà des scores. Non, c'est clair. Un parti qui a 52 ans d'existence aujourd'hui. Oui. Donc, si vous voulez, voilà. Alors, le problème, de toute façon, imaginons, ils arrivent au pouvoir demain. Ils n'y sont pas, hein. Mais non. si c'est pour mener la politique du système, si c'est pour rester dans l'Union européenne, dans l'OTAN, dans la CEDH, dans Schengen, dans l'euro, etc., ça n'a aucun intérêt. Un programme très clair,
sociale, efficace et de Frexit. Moi, j'ai vu tout de suite comment le professeur Raoult était traité. Ça, c'est un des premiers trucs qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis on a tout de suite compris pourquoi. En fait, ils voulaient absolument vendre leur vaccin le plus vite possible, et donc il fallait surtout pas de traitement. Ils vivent en vase clos, Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg. Et ben vous avez le cocktail magique pour créer corruption et conflit d'intérêts. Si vous mettez des conditions objectives du pouvoir, de l'argent et pas de contre-pouvoir, vous avez de la corruption. Croyez-moi, j'ai vu plein de gens qui me disaient c'est plutôt avec vous qu'avec le RN qu'aujourd'hui je suis d'accord parce que moi je veux sortir de l'Union européenne. Le Front National avait une position par exemple de politique étrangère qui n'était pas du tout celle d'aujourd'hui. Vous ne l'auriez pas vu claquer la bise à Zelensky, si vous voulez. Imaginons, ils arrivent au pouvoir demain, ils y sont pas, hein, mais non. Bah, si c'est pour mener la politique du système, si c'est pour rester dans l'Union européenne, dans l'OTAN, dans la CEDH, dans Schengen, dans l'euro, etc., ça n'a aucun intérêt. Est-ce que c'est possible ou impossible en France de quelqu'un qui est marginalisé, vilipendé? Évidemment, il a les milliards, évidemment, il a Elon Musk, mais au-delà de ça, est-ce qu'on peut justement changer les choses en France? Est-ce qu'on peut, alors vous allez me dire, mais ça peut arriver dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Est-ce qu'on peut changer le vote de façon à ce que quelqu'un comme vous, ou les souverainistes, ou les patriotes, votre parti, ou ceux qui sont, et je le répète, il y a au moins, je ne sais pas si la moitié des Français, qui sont proches de vous et de vos idées, c'est clair. Mais comment est-ce que ça peut se traduire dans les urnes ou pas? Moi, je pense que ce ne sera pas une progression, si vous voulez, 2, puis 4, puis 8, puis 12. Je pense que ce sera un moment, un barrage qui cédera. Vous sera un tsunami, enfin au bon sens du terme. Alors bien sûr, on n'est pas dans la même situation américaine, parce que Trump, il était quand même dans le système institutionnel républicain, démocrate, même si à la base, il n'est pas du parti républicain, vous le savez. Tout à fait. Mais il s'est mis là-dedans. Donc, puis il a les milliards que moi, j'ai pas. Bon, et les modes de financement derrière la vie politique ne sont pas les mêmes. Mais malgré tout, c'est pas ça qui a fait sa force. Il aurait pu avoir des milliards et des milliards et puis perdre s'il avait eu le discours du système. Ce qui a fait sa force, au-delà de son caractère personnel qui est phénoménal, c'est qu'il a senti l'air du temps, il a eu le bon discours de rupture. Et je pense que les Français sont prêts à ça maintenant. Et c'est pour ça que je vous dis, quand le RN fait un retour en arrière, sans bourgeoise, sudéfise, au moment où il ne faut surtout pas le faire, prend des pincettes maintenant avec l'Union européenne, avec l'OTAN, au moment où il ne faut surtout pas le faire. Les gens ne supportent plus de voir Ursula von der Leyen. Vous avez vu ce qu'elle a fait cette semaine. 146 millions de doses Moderna en plus, on ne sait pas pourquoi, plus personne n'en veut. On rajoute des poudres le larve aux UV dans le fromage et le pain sans même que les gens soient au courant. C'est une nouvelle directive cette semaine de l'Union européenne. L'OTAN nous dit vous mettez des milliards et des milliards, on va envoyer nos soldats maintenant au Groenland. Oui, absolument. Alors on les envoie en Ukraine contre les Russes et au Jean-Noël Groenland. Barrot prépare déjà les oriflammes. Voilà, on va être en guerre contre la Russie et contre les États-Unis en même temps. Alors ça, même n'importe quel scénario de la guerre froide, on n'aurait pas imaginé. Sur 2 théâtres, l'Ukraine et le Groenland. Donc j'espère que nos soldats ont des doudounes renforcées. Dans un délire total. L'OMS qui devient complètement folle avec son traité sur les pandémies, là, ils veulent prendre le contrôle. Ouais. Trump, le premier jour, il a quitté l'OMS. Le premier soir, il a signé ses décrets. Il est suivi déjà par un certain nombre de pays. Oui, vous avez vu, regardez, l'immigration. Il renvoie là, les criminels, parce qu'il a commencé par les criminels, avec les fers aux pieds. Parce que les médias ont montré ça, ils ont fait croire que c'était des pauvres migrants. Non, c'était des criminels. Bien sûr. Il les renvoie par avion militaire, la Colombie ne veut pas les accueillir, il dit je vais vous augmenter les droits de douane. Et je vais supprimer les visas en 1 heure. Ouais, le président colombien a dit je vais les répatrier. Voilà, vous savez que nous, on n'aurait pas pu le faire, ça, André? Vous savez pourquoi on n'aurait pas pu le faire? Pourquoi? Parce que nous, dire on augmente les droits de douane, on n'a pas le droit de le faire, c'est Bruxelles qui décide. Ben voilà. Voilà ce qui explique que votre fille est muette. Oui, voilà. Non, mais vous voyez, alors à ce moment-là, il faut assumer une rupture franche. Les patriotes, c'est ça. C'est une rupture franche, mais c'est pas que les patriotes. Aujourd'hui, il y a tout un écosystème. Mais alors justement... Il y a un écosystème, et c'est pas du tout que les partis politiques, parce que, le rassemblement par les partis politiques, moi j'ai fait avec ceux qui voulaient. Il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Je vais pas m'épuiser non plus à essayer de convaincre ceux qui veulent pas. Il y en a qui veulent, on les connaît maintenant, et on fera de bon cœur avec eux. Mais au-delà des partis politiques, c'est les gens, c'est des journalistes, c'est des avocats, c'est des chefs d'entreprise, c'est des universitaires, c'est des jeunes créateurs d'entreprises, c'est des jeunes formidables. Et c'est ça, tous les mois, je veux que Arras maintenant se fasse tous les ans et que ce soit le grand rendez-vous de cet écosystème résistant. Vous voyez? Souverainiste, patriote et résistant. Oui. Et vraiment de rupture radicale avec ce système. Alors peut-être qu'en France, ça passera par les urnes, peut-être pas. Alors justement, on va arriver à ça, c'est intéressant parce que
vous, effectivement, vous avez été, on peut vous reprocher beaucoup de choses, mais pas d'être volontariste. On va parler des manifestations que vous avez organisées au moment du Covid depuis chaque semaine devant le ministère de la Santé. C'est vrai, vous étiez un des rares, sinon les seuls à le faire. Mais je voudrais vous rappeler quelque chose, moi, qui a été vraiment... je veux dire, ça m'a laissé franchement complètement, je dirais, sidéré, et pas au bon sens du terme. C'est quand, vous savez, il y a eu un amendement, il y a 3 ou 4 mois, présenté au Parlement européen, où on demandait la transparence totale des vaccins ordonnés par Ursula, enfin la Commission européenne, les contrats pour les vaccins Pfizer, 70 milliards en tout, 400 millions d'Européens, etc. Ce qui m'a sidéré, alors on sait qu'on ne voulait pas les montrer, etc., mais c'est pas ça, c'est que les 2/3 du Parlement européen, vous avez été député européen, ont voté contre la transparence. Mais ça dit quoi, ça, d'où on vit, Florian Philippot? Ça dit que... C'est quand même énorme. Contre la transparence, enfin. Mais ça dit du niveau de déconnexion de ces gens-là, grave, qui peut voter contre la transparence sur des contrats qui concernent la santé des gens et accessoirement l'argent public. Bien sûr. Qui peut voter contre ça? C'est hallucinant. Mais pourtant, vous l'avez dit, une grande majorité ont voté contre ça. Ça montre que cette institution, ceux qui vous disent on va être sauvé par cette institution-là, vous mentent. Cette institution, moi je l'ai toujours dit, je l'ai vu de l'intérieur, elle est tout aussi viciée et pourrie que le reste du système européen. Pourquoi, à votre avis? Conflit d'intérêts, c'est quoi? Acheter, vendu, c'est quoi? L'Union européenne, c'est un tout. Certains disent le problème, c'est la Commission parce qu'elle n'est pas élue. C'est pas du tout le sujet. Moi, j'ai vu les mêmes problèmes dans la Commission et le Parlement européen. Oui, vous y étiez, vous. Oui, moi, j'ai été 5 ans au Parlement européen. Alors, c'est pas la Commission européenne, c'est quoi? Ils sont achetés, c'est un système qui fait que ces gens-là se croient... sont au-dessus, objectivement, juridiquement, sont au-dessus des pays, parce que leurs droits s'imposent, y compris aux constitutions. Le droit européen l'a rappelé récemment, le juge a dit on s'impose y compris aux constitutions nationales. Sinon, mais c'est comme ça. Ils pensent être dans une post-histoire. Vous savez, vous êtes encore autant ringard des nations, mais nous, on est déjà dans un autre monde. Des frontières et tout ça. Vous êtes quoi? Dans les frontières, dans les pays, Mais ça sent le camembert, ça. Nous, on est déjà dans la post-histoire, si vous voulez. On est plus évolués que vous. Nous, on voyage dans le monde entier, voilà. On est des citoyens européens et du monde, en fait. Voilà. Ils ont vraiment cette suffisance-là. Et puis, bien sûr, c'est un système qui n'a pas de légitimité populaire. Il n'y a pas de peuple européen. Il n'a pas de compte à rendre puisqu'il n'y a pas de peuple. Donc, écoutez, vous êtes un système qui a beaucoup de pouvoir, qui brasse beaucoup d'argent. 80% des lois françaises sont des lois européennes. Qui sont issues de directives européennes. Vous avez donc beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent, pas de contre-pouvoir, la CJUE, tout ça, c'est une plaisanterie. On l'a vu au moment du procès de Liège, parquet européen, tout ça, c'est la pauvre médiatrice européenne. On avait interrogé Frédéric Baldan, vous savez, ce lobbyiste qui a fait son... On a suivi sa plainte, nous, les patriotes. Et pas de contre-pouvoir, voilà. Donc ils vivent en vase clos, Strasbourg, Bruxelles, Luxembourg. Et vous avez le cocktail magique pour créer corruption et conflit d'intérêts. Alors vous avez plein de scandales, de temps en temps ils sortent, Qatargate, Pfizergate, où ils vont au bout ou pas. Mais en réalité, le système, je pense que c'est l'institution la plus corrompue du monde. Parce qu'en fait, logiquement, vous savez, la nature humaine est à peu près la même partout. Si vous mettez des conditions objectives du pouvoir, de l'argent et pas de contre-pouvoir, vous avez de la corruption. Et comme cette institution, elle dévore, elle veut toujours plus de pouvoir, elle veut toujours plus de pays, puisqu'elle veut la Moldavie, l'Ukraine, le Kosovo, l'Albanie. Enfin, c'est ça qui nous pend au nez en plus. On va faire venir des pays gangrénés par la corruption, très pauvres. Gangrénés aussi par l'immigration clandestine. Et en réalité, voilà. Donc, quand vous voyez ce système-là, vous avez parlé du vote sur les contrats. Je peux vous ajouter un autre vote dont on parle beaucoup en ce moment, c'est sur le règlement DSA. Vous savez, DSA de M. Breton. Ah oui, la Digital Service Act. Exactement. Ça, le règlement sur les services numériques, 5 juillet 2022, Parlement européen. Il a été voté. Il n'y a pas, j'ai regardé, j'ai même publié la feuille de vote sur mon compte X. Il n'y a pas un eurodéputé français qui a voté contre.